Bonjour à tous, bienvenue sur Rerum Inferni. Alors aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui m'a été soufflé par différentes conversations avec différentes personnes sur les réseaux sociaux, qui concerne directement la discipline dans laquelle je travaille, c'est-à-dire non pas la philosophie, mais plutôt l'histoire de la philosophie ou la philosophie de l'histoire. Donc je vais vous présenter un peu les différents aspects qui pourraient justifier que ce soit ou la philosophie de l'histoire ou l'histoire de la philosophie. Je vais prendre un exemple assez emblématique, qui est un exemple très polémique, donc la position que moi je vais choisir de défendre ne sera pas nécessairement la solution de la vérité, ce sera simplement la solution dont j'ai pu percevoir une structure argumentative que je trouve crédible et valable, avec la question de la sécularisation, qui est un objet extrêmement technique, extrêmement polémique. Donc là, je vais faire une petite vidéo un peu sympa, un peu rigolote. C'est une partie de ma thèse, enfin c'est un aspect transversal que je réfléchis dans ma thèse. Bon alors, de quoi est-ce que je parle? Je parle de la question de l'histoire des idées. Donc, quand on réfléchit à la question d'un objet dans le temps, d'un objet à l'échelle symbolique ou à l'échelle idéale, c'est-à-dire au sens des idées, plusieurs problématiques se posent, à savoir, par exemple, est-ce qu'on considère l'énoncé de l'objet, de l'idée, donc par exemple, ça va être la polémique qui a été très célèbre et fertile en littérature, qui a été incarnée pour les plus accessibles par Barthes, qui considère qu'on a atteint dans les années 80 le degré zéro de l'écriture, c'est-à-dire que l'auteur doit disparaître et il n'y a plus que le texte. On donne totale attention à l'énoncé. Proust a défendu cette vision aussi des choses. Le siècle d'avant, le 19e siècle, c'était plutôt l'inverse. On considérait qu'il fallait comprendre un auteur pour comprendre les conditions de son énoncé et capter le plus grand champ possible des enjeux qui soient à la fois poétiques, épistémologiques, c'est-à-dire qui rapportent à la connaissance, à la compréhension des mécanismes de connaissance du texte par la compréhension de son auteur. Donc par exemple, c'est comme si on vous disait que, évidemment moi je ne suis pas du tout, je suis contre ça, c'est-à-dire que j'ai une position qui va plutôt à l'encontre de cette posture-là, qui aurait tendance à penser qu'on ne comprend un texte qu'en ayant intégré les conditions de conception et de pensée de ce texte. Donc je reprends l'exemple que j'avais commencé à citer il y a quelques secondes. Quand on parle de Baudelaire, par exemple, j'estime, ou je pense, qu'on ne peut comprendre la puissance esthétique et les implications, soit philosophiques, soit métaphysiques, soit simplement poétiques, de la poésie de Baudelaire, qu'à l'aune du siècle, c'est-à-dire qu'à l'aune de ce qu'a vécu Baudelaire, la révolution de 48, sa maladie, les conditions de son héritage, son rapport à sa mère, à son beau-père, enfin, voilà. C'est-à-dire qu'on ne comprend un texte qu'en comprenant, pour moi, on ne comprend un texte qu'en comprenant son environnement intellectuel. Ce qui ne veut pas dire que ça nous empêche d'être touché par ce texte. On peut parfaitement être touché par du Baudelaire ou par tout autre auteur sans connaître l'auteur. Pour autant, si l'on veut entendre un maximum si on veut, de l'univers conceptuel porté par l'auteur, c'est plus pertinent, à mon sens, de comprendre les conditions de l'écriture. Donc ça, ce serait évidemment lutter contre la théorie d'une histoire, d'une valorisation de l'histoire des énoncés. On met l'accent non pas sur le texte, mais sur les idées qui forgent le texte, si vous voulez, sur les conditions de formation du texte. L'histoire des idées, qui a été en désuétude depuis les années 50, on va dire, et qui est en train de revenir en force depuis les années 2010-2015, elle considère plutôt qu'il vaut mieux comprendre une idée comme unité de sens, alors symbolique généralement, qui traverse le temps et qui mute. Donc là, on retrouve mes passions, mes obsessions, tout ce que j'évoque ou tout ce dont je parle dans mes vidéos, à savoir qu'un objet idéal, donc une idée, mute dans le temps en fonction des caractéristiques de l'époque qu'elle traverse et des auteurs qui s'en saisissent. Mon sujet de thèse, je le rappelle, c'est... Alors, l'intitulé, c'est l'herméneutique de la figure littéraire du diable du XVe siècle, XVIe siècle, au XXe siècle.
ça ne veut sans doute rien dire pour beaucoup d'entre vous, je vais le reformuler. Qu'est-ce que signifie l'apparition en littérature du personnage du diable aux différentes étapes de son apparition dans le laps de temps de 5 siècles qui va du 15e, 16e jusqu'au 20e. Quel est le signifiant régulier, récurrent, qui est impliqué par la présence, l'apparition du diable dans tous ces auteurs, tous les auteurs qui le saisissent, toutes les cultures qui le saisissent, puisqu'il y en a plusieurs, et à toutes les époques qui le saisissent. On verra pas parce que je vais pas vous lire ma thèse, mais il y a une réponse qui est portée par ma thèse, et c'est ce que je choisis de démontrer dans ma thèse. Donc, l'idée du diable, par exemple, donc l'idée qui est portée par le diable, à savoir l'effondrement du système signifiant de la société, c'est ça que pour moi je choisis de démontrer, à savoir que quand le diable apparaît, c'est parce que le système du télos, donc le sens premier de la société, s'effondre. Le système du télos, c'est ce qui permet de convaincre la structure sociale tout entière qu'on peut avancer sur un projet. C'est d'actualité. Ça a été les religions au Moyen-Âge, ça s'effondre, apparaît quelque chose d'autre. Donc le diable apparaît une première fois au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, commence au XIIIe siècle, il s'arrête au XVIe siècle, cette apparition du diable, donc c'est un laps de temps important, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à défaire. Ça tombe, quelque chose de nouveau émerge, et puis 3 siècles plus tard, le diable réapparaît, donc 18e, 19e, le diable réapparaît, fait s'effondrer le nouveau modèle de Télos, ça aurait été la philosophie qui s'effondre, c'est Goethe, le diable de Goethe, donc 18e siècle, donc c'est Faust. Le diable fait s'effondrer le système téléologique, quelque chose d'autre émerge, et puis après 150 ans plus tard, donc au XXe siècle, au début du XXe siècle, premier tiers, boum, le diable apparaît, donc ça là c'est le Faust de Thomas Mann et Mikhail Bulgakov, et le diable apparaît dans une littérature qui accuse un nouveau support téléologique, donc un nouveau support de Télos, c'est l'utopie politique, avec donc pour Thomas Mann évidemment la critique du nazisme, et pour Mikhail Bulgakov la critique du soviétisme, ou du communisme sorti de l'idée et devenu réalité, donc le soviétisme, ou le stalinisme. Donc à chaque fois qu'apparaît le diable, religion d'abord, philosophie ensuite, philosophie et art, et puis utopie politique, on va dire l'épine dorsale, la nouvelle épine dorsale de la société tombe, et puis on en trouve une autre. En fait, à chaque fois, évidemment, du cadavre de l'ancienne est extrait la nouvelle, puisqu'on a combattu la religion avec la philosophie, on a combattu la philosophie avec l'utopie politique. Aujourd'hui, est-ce qu'on aurait quelque chose d'autre? J'ai des idées, évidemment, ça n'est ni l'objet de ma thèse, ni l'objet de cette chaîne, mais donc voilà, on a bien une idée qu'il s'agit d'observer dans son évolution, dans sa mobilité, dans sa mutabilité, et qu'on observe tout au long des temps. Alors, est-ce qu'il est question d'histoire de la philosophie? C'est-à-dire, est-ce qu'on observe simplement, d'un point de vue historique, avec des méthodes d'historien, un phénomène qui évolue dans le temps? C'est l'activité de l'historien, sauf que l'historien étudie à la fois des événements et les idées qui les portent, donc c'est un ensemble, évidemment. Est-ce que c'est de la philosophie de l'histoire? Est-ce qu'on produit de la pensée sur l'observation des phénomènes qui se déplacent dans l'histoire? C'est toute la question de cette vidéo. J'ai pas de réponse. C'est-à-dire qu'au stade où j'étudie, moi, mon machin, où je fais de l'histoire des idées, mon école doctorale est rattachée au Centre de recherche en histoire des idées, le CRHI. Donc, c'est bien quelque chose qui grandit. Même que ce soit à l'échelle politique, c'est une petite politique, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut aujourd'hui défendre l'histoire des idées? Ou, évidemment, je suis partisan, mais est-ce qu'il faut la défendre pour la définir, ou est-ce qu'il faut la définir pour la défendre? C'est quelque chose qui est totalement ouvert aujourd'hui, puisqu'on n'a pas encore reconnu ou invalidé la question de l'histoire des idées. Il y a des polémiques à l'échelle des philosophes, enfin des universitaires qui font de la philosophie. Ça ne veut pas dire qu'il y a une vérité ou non. Simplement, l'histoire des idées s'oppose essentiellement pour l'instant à l'histoire des énoncés, c'est-à-dire, comme je viens de le dire, on met l'accent sur un énoncé, un texte, ou on met l'accent sur une idée, telle qu'elle se revendique, donc c'est-à-dire en mutabilité et en mobilité dans le temps. D'où la question de l'herméneutique que j'ai largement abordée dans les différentes vidéos précédentes. L'objet étant de se demander ensemble si la question de l'histoire des idées
n'est pas une question de méthodologie fondamentale. Par exemple, quand on étudie l'histoire des idées, on peut à la fois étudier l'histoire des religions, donc oui, l'histoire des religions, l'histoire du mythe, l'histoire tout court, puisque des idées, le nationalisme comme idée, certes politique, mais aussi comme idée de structure sociale, a bien sûr marqué les années 15 jusqu'aux années 40 où c'est complètement effondré du XXe siècle, mais avant la notion de l'hégémonie impériale, ça a marqué. Ou alors on va prendre un exemple très concret, qu'est-ce que le fascisme, hein? Aujourd'hui tout le monde parle du fascisme, etc. Il y a plein de théories, moi j'en propose une, elle n'est pas forcément ni plus ni moins valable que les autres, mais je la propose. Le fascisme serait totalement constitutif de notre société, puisque lorsque le nazisme a été défait, les technologies de gestion administrative, économique, d'hyper-rentabilité, etc., les considérations pour le matériau vivant, je ne parle pas d'humain, je parle de vivant, c'est très important, n'ont absolument pas été battues en brèche. Quand on voit aujourd'hui l'agroalimentaire, les techniques d'élevage et d'abattage des animaux, toute considération gardée, ressemblent beaucoup aux techniques d'élevage, ou pas d'élevage, mais d'exploitation, qui ont été mises en pratique lors des camps de concentration de la Shoah. On exploite au maximum le travailleur jusqu'à ce qu'il crève. Si on continue à laisser faire les politiques libérales, etc., bientôt il n'y a plus de retraite, le travailleur crève à la tâche, et c'est très bien, parce que comme ça il ne coûte pas grand-chose à la société. Ce sont des techniques de force, des techniques de brutalité, qui n'ont absolument jamais été remises en cause depuis la fin du nazisme. Donc le fascisme a-t-il disparu? Oui, on considère qu'il y a des gens qui sont des Cassandres, qui n'arrêtent pas de dire que le fascisme frappe à notre porte, mais objectivement, si on prend en termes strictement philosophiques, le fascisme, ou méthodologique, le fascisme n'a jamais disparu. Le fascisme a intégré les structures efficaces de notre société. C'est une évidence. C'est une absolue évidence. Les rapports de force, la concurrence, la brutalité, le rapport à la vérité, si t'es pas avec moi, t'es contre moi, c'est les sites quand même, chez George Lucas. Donc c'est rigolo, Star Wars, c'est rigolo, mais quand on écoute les différents politiciens, ceux qui sont pas avec eux sont contre eux. Bientôt on va être fiché S simplement parce qu'on n'a pas envie de travailler 80 heures par semaine. Je digresse, mais c'est très important parce qu'en fait, c'est un exemple de l'histoire des idées. Si on prend l'histoire des idées, si on prend le fascisme comme un élément modulable, une unité modulatoire des éléments qui pourraient s'intégrer comme étant constitutifs de l'histoire des idées, on observe bien que la forme du fascisme, les éléments caractéristiques qui caractérisent absolument la structure efficace, presque capitaliste, hein. J'ai rien contre le capitaliste à la base, mais la version nazie est quand même particulièrement poussive, extrême, et qu'on l'observe, qu'on la compare à ce qui se passe aujourd'hui dans les fiches de rentabilité, dans la grande distribution, etc., mais je ne vois pas la différence. On ne tue pas les gens à la fin, mais on leur retire leur mutuelle, on en nique la sécu, maintenant il n'y a plus de chômage, les arrêts maladie, ça devient une récompense. Enfin, on est dans le même paradigme, hein, faut penser en termes de paradigme. L'histoire des idées permet donc de faire des coupes transversales qui reprennent à la fois la dimension des enjeux politiques, les enjeux sociaux, les enjeux même démographiques, si on voit les rapports aux arrêts de maternité ou paternité. Un père aujourd'hui, il a 11 jours d'arrêt de paternité. 11 jours. Pour s'occuper de son enfant pendant 11 jours. Pour sa femme qui vient d'accoucher, qui est épuisée, et qui aime bien que l'idée pour que son père, enfin que le père puisse s'occuper, et donc elle se reposer pendant 11 jours non-stop, c'est génial. 11 jours, c'est ridicule. Rentabilité. Et les réponses, c'est « Oui, mais je crois que les hommes n'accouchent pas ». C'est pas l'enjeu. On calcule tout à partir du moins de gains possible pour les gens. C'est du fascisme. Donc j'en viens à mon exemple de sécularisation. Donc, qui sera un exemple beaucoup plus philosophique et moins polémique. Je suis désolé, mais comme j'ai choisi, j'en ai parlé avec une personne que j'estime énormément, la posture du philosophe. Alors moi je ne suis pas philosophe, mais la posture de la personne qui réfléchit, disons. Ce qu'on appelait avant les intellectuels, et le terme a tellement été galvaudé par les BHL et compagnie qu'il n'est pas question de revendiquer quoi que ce soit approchant de ceci. Donc je discutais avec cette personne qui est
un contact sur mes réseaux sociaux que j'estime énormément. Et il y a une posture qui a été la mienne très longtemps, c'est que j'ai fait partie quelques mois des MJS, donc les militants jeunes socialistes. J'ai vraiment participé à la campagne de Ségolène Royal à l'époque. Depuis, j'en suis énormément revenu. J'ai voté Hollande en 2012. J'ai pas voté pour l'élection de Macron, c'est tellement risible. Pourquoi est-ce que je raconte ma vie? Parce que il y a cette ambivalence quand on a la volonté de réfléchir sur les phénomènes qu'il s'agisse à l'échelle politique ou à l'échelle sociale. Il y a cette ambivalence de savoir si on se mêle passionnément à la foule. C'est un objet philosophique fondamental. Hans Scherzinger en parle lorsqu'il réfléchit sur les formes symboliques du monde, à savoir est-ce qu'on se jette dans le fleuve de la vie, donc c'est Héraclite, le fleuve, ouais, ou est-ce qu'on s'extrait du monde, et là c'est le Bouddha, c'est le bouddhisme, et on retrouve l'unité du sens dans l'absence au monde. C'est des questions qui sont dans ma thèse, c'est des questions qui peuvent paraître par certains aspects très technicistes, mais qui finalement sont assez évidentes, et qu'on pourrait parfaitement résumer à cette ambivalence, cette ambivalence qui a été la mienne longtemps. Est-ce qu'on est dans le siècle, le clergé séculier? Est-ce qu'on participe? Donc le clergé séculier, c'est le clergé qui participe au monde, dans l'Église catholique, ou est-ce qu'on fait partie du clergé régulier, c'est-à-dire qui s'occupe de ne respecter que la règle au sens catholique toujours, donc c'est-à-dire dans les monastères. Donc est-ce qu'on s'extrait du monde pour penser le monde, ou est-ce qu'on vit dans le monde pour être dans le monde? Les politiciens s'extraient clairement du monde. Ils n'ont rien à voir avec les réalités sur lesquelles ils ont pourtant autant de pouvoir. Bon, la question était donc de savoir si, en tant que personne réfléchissant activement sur la phénoménologie sociale du monde, je souhaitais m'investir dans ce monde, ou plutôt me tenir hors. Ça s'est posé pour évidemment le phénomène des gilets jaunes. Est-ce que je fais une vidéo sur les gilets jaunes? C'est passionnant d'un point de vue symbolique. La symbolique du gilet jaune, sur ce que signifie cet objet à la base, sur ce pourquoi il est utilisé, sur le fait que des simples travailleurs qui ne sont absolument pas membres du mouvement peuvent passer pour faisant partie du mouvement alors qu'ils sont simplement en train de faire des travaux dans une route, sur le fait que ce soit un signe de classe, clairement, classe sociale, laborieuse, la fameuse classe laborieuse qu'évoquait Emmanuel Macron. Tout ça, j'aurais pu faire une vidéo strictement philosophique qui parlait de ça. Je ne la fais pas, parce que je choisis de ne pas prendre la parole. Je choisis de rester dans la règle. Et la règle s'attache aux objets intemporels. Alors là, c'est très temporel, les gilets jaunes. Même si ça crée une nouvelle phase révolutionnaire de façon importante, même ce que je souhaite, clairement. Maintenant, je vais prendre un exemple, l'exemple de la sécularisation, qui est un exemple philosophico-philosophique. Donc, la sécularisation, c'est une théorie d'un type qui s'appelle Carl Schmitt, exactement comme le méchant dans Matrix, sauf que c'est avec un che, donc Schmitt, qui est un juriste, je crois, un philosophe du droit, oui, c'est ça, qui considère donc que l'État, fin 19e, début 20e siècle, récupère tous les attributs de l'Église et fonde une nouvelle époque qui s'appellerait de manière avec imposture la modernité, et qui ne serait en fait qu'un remake du Moyen-Âge. Le type prétend que le Moyen-Âge a préfiguré complètement les aspects de la modernité, et que la modernité n'est qu'un remake du Moyen-Âge. Et je pense que s'il vivait aujourd'hui, il dirait la preuve en est, la féodalité, les rapports de force, etc. Hans Blumenberg arrive quelques années après, quelques décennies après, et décrète que c'est du n'importe quoi, notamment dans la légitimité des temps modernes, qui est un texte, un magnifique texte, qui est souligné d'ailleurs par Jean-Claude Monnod, qui écrit La querelle de la sécularisation. Il présente les deux thèses, il les fait s'affronter un peu. Blumenberg dit que pas du tout, que le phénomène de sécularisation est fautif en soi, c'est-à-dire que c'est un critère d'interprétation. C'est parce qu'on interprète l'histoire, donc on est en pleine histoire des idées, c'est parce qu'on interprète l'histoire comme étant linéaire et causale qu'on se met à concevoir la modernité comme une reproduction, un mème du Moyen-Âge. Mais que
la modernité, pour un tas de bonnes raisons qu'il développe et déploie et démontre dans la légitimité des temps modernes, que je vous invite à lire, hein. Quelques passages un peu durs, mais la philosophie, ça se lit pas comme un roman. Ça se lit, un aspect est difficile, c'est pas grave, on continue, puis on re à pied à un moment donné. Ça veut rien dire, mais on a de nouveaux pieds, donc il faut continuer alors qu'on a pied. Et puis peut-être plus tard revenir sur ce qui nous a fait perdre un peu le fond des choses. Donc Blumenberg décrète que la sécularisation est une théorie intéressante, parce qu'elle permet de mettre le doigt sur quelque chose, mais qu'il n'est pas question d'un même, mais simplement d'un autre qui ressemble. C'est une posture absolument passionnante, que je soutiens dans la grande majorité, mais à un détail près. C'est-à-dire que ce soit Blumenberg ou Schmitt, il y a une posture qui est très légèrement fautive. Enfin, chez Schmitt, elle n'est pas très légèrement fautive, elle est absolument fautive. C'est qu'on considère donc que le Moyen-Âge ou la modernité répondent à un besoin, de deux façons différentes, mais qui seraient en fait une seule façon. Donc en fait, c'est imaginer que ce besoin, qui est le besoin de sacré, le besoin, puisque en gros, hein, genre, la théorie de la sécularisation pense que tous les attributs sacrés de l'Église, les institutionnels, rituels, toute la structure, si vous voulez, signifiante de l'Église, a été récupérée par les États et avalée pour reproduire un nouveau système qui en fait est le même que ceux de l'Église. Donc là où ce serait fautif, c'est que simplement ni l'Église ni l'État n'ont inventé quoi que ce soit. Les sociétés humaines se structurent à partir de besoins qui ont un peu toujours été les mêmes, et l'Église en avait donné une version, l'État en donne une nouvelle version, peut-être demain il y en aura une troisième version qui ne sera pas portée par les États mais par les multinationales ou par encore autre chose, les hyper-États, j'en sais rien, peu importe. Et la sécularisation n'est pas un phénomène en soi, c'est une étape d'un phénomène. Si on le prend à l'échelle de l'histoire des idées, l'idée de la sécularisation, la somme de la sécularisation, est une succession ou une hyperstructure d'un max de petites idées qui sont la nécessité de trucs rituels, c'est-à-dire que le lendemain soit identique à la veille, c'est le principe du rituel, on reproduit. La nécessité d'évolution, on a toujours besoin de gagner en puissance, c'est le principe de la dignité humaine selon Kant. La puissance c'est la dignité humaine, la puissance c'est la capacité à devenir. Donc le maintien rituel, la montée en puissance, le cadre social avec un pacte, une règle, un contrat social, ça c'est très connu aujourd'hui, surtout dans cette période un peu révolutionnaire, etc. Donc tout le cadre qui permet de structurer la société, ce qui est phylogénétique, c'est-à-dire qui génère de la société, permet d'avancer dans la société. L'histoire des idées nous donne donc une lecture qui ne travaille ni dans l'idéologie, on ne dit pas que c'est bien, on ne dit pas que c'est mal, on s'en fiche, on observe un objet, on le refroidit, si on veut prendre une image, on le gèle même, on l'observe en tant qu'il est, mais on peut observer sa mutabilité. L'idée de la sécularisation a été telle à un moment donné, puis telle, etc. Et puis on s'en fout en fait de savoir à quel moment était le mieux, on observe à l'échelle des idées. Mais comment est-ce qu'on étudierait l'énoncé de la notion de sécularisation ? Et c'est peut-être la faute de Schmitt, c'est qu'il étudie l'énoncé. L'énoncé, il est religieux dans un cadre, il est laïque ou républicain dans un autre, c'est une faute. Le processus qui permet de structurer la société, il est, point. Et en fait, en cherchant, soit par la religion, soit par la dimension républicaine, on transcende le plafond ou la ligne de flottaison de la fonction sociale de ce que Schmitt appelle la sécularisation, hein, on fait rentrer dans le siècle, et on fait tomber de nulle part un sens sublime, transcendant, qui permettrait de justifier a posteriori, au regard de l'histoire, le phénomène. C'est-à-dire que finalement, on ne juge jamais le phénomène historique qu'à partir du moment où on se positionne soi-même. C'est une faute. C'est une faute pour deux raisons. D'abord parce que ça met trop l'accent sur la question de la notion de télos. Or, quand on étudie l'histoire, on observe le télos comme non pas conséquemment à nos recherches, mais on postule des hypothèses et on voit la plus valable. Par exemple, cette table tient debout. Bon, là, il y a une table à ma gauche, vous ne la voyez pas, je suis hors champ, mais il y a une table à ma gauche, cette table tient debout, non pas parce qu'il fallait que cette table tienne debout pour tenir mon assiette,
mais simplement parce que j'avais besoin de manger, donc j'avais posé une table là. Et de temps en temps, je l'utilise. La sécularisation, ça fait un peu ça quand même, la théorie schmittienne de la sécularisation. C'est on avait besoin de faire de la transcendance, on a créé Dieu. Absolument pas. Les sociétés se sont lentement élaborées. Dans le cadre de ma thèse, je suis remonté jusqu'au 8e siècle avant Jésus-Christ pour aller chercher d'abord les nothéismes, puis la monolatrie, puis plus tard, vers le 3e, 4e siècle 5e siècle avant Jésus-Christ, chez les peuples juifs, le monothéisme tel que on le connaît par la suite, qui va donner plus tard encore le christianisme, etc. On ne peut pas présupposer qu'on a besoin d'un Dieu pour lutter contre la mort. Ce serait complètement fautif, puisque du coup, on briserait, sur le plan de l'histoire des idées, les différentes étapes idéales de la constitution de cette idée, le principe de monothéisme. Donc en fait, quand on présuppose le télos, quand on émet le télos avant d'observer le phénomène, on se plante complètement. Ma table ne serait là que parce qu'une fois, enfin, pour manger cette fois-ci. Ce serait fautif. Mon exemple n'est pas génial, mais... Donc ça c'est la première faute, à savoir le télos vient d'abord, et surtout, on conditionne à partir de ce qu'on interprète l'histoire à partir de ce qu'on sait aujourd'hui. Comme si je disais, ils sont vraiment cons ces Allemands, en 1933 ils ont voté pour le nazisme. En plus, bon, la question du vote est étonnante, mais ils ont choisi le nazisme. Quand même, on sait qu'il y avait 6 millions de morts à la Shoah, qu'il y aurait eu 6 millions de morts à la Shoah. C'est comme si je vous disais aujourd'hui, complètement con les gens d'avoir voté Macron alors qu'ils se sont fait défoncer. Oui, ben, il faut jamais présupposer l'histoire à partir du moment où on la connaît. Il faut présupposer l'histoire en toute ignorance de ce qu'elle allait devenir. Donc ça, c'est la question de l'histoire des idées. On prend une unité qu'on isole, l'idée, et on l'observe évoluant. C'est très très important. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que je vais bientôt faire une vidéo, donc dans le cadre de l'histoire des idées, qui est ma spécialisation, je vais bientôt faire une vidéo sur la question du sens symbolique, d'une manière générale. C'est pour ça que j'ai parlé un peu des gilets jaunes tout à l'heure, parce que le sens symbolique, comme ce que Cassirer rappelle, la phénoménologie de la connaissance, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, le sens symbolique est l'unité de base de la conscience humaine. Et c'est là que pour moi, ça devient absolument passionnant. Je vais aller travailler avec vous sur la prochaine vidéo sur le sens, l'unité fondamentale de la conscience humaine, qui transcende donc la question psychologique, la question philosophique, la question épistémologique, la question scientifique. Toutes les sciences ou toutes les démarches de connaissance peuvent se rapporter à cette unité fondamentale qui est la notion donc de symbole, la question de la connaissance symbolique du monde. Voilà.